Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique Fantastique. Aujourd'hui, on revient évidemment sur les 4 Fantastiques Premiers Pas, la toute dernière production des studios Marvel. La Maison des Idées est terriblement attendue au tournant après une année assez catastrophique au box-office. En effet, aucun des 2 films sortis en 2025 n'ont convaincu les fans de se déplacer en masse dans les salles de cinéma. Et même si Thunderbolts a bénéficié de bonnes critiques et d'un excellent bouche à oreille, cela n'a pas suffi à redresser la barre. Le nouveau film du MCU débarque en plus dans un contexte ultra concurrentiel face à 2 super-productions très attendues, Jurassic World Renaissance et Superman. Et surtout, Marvel avait la lourde tâche de relancer les 4 Fantastiques, une franchise de super-héros qui n'a jamais vraiment fonctionné au cinéma. Alors aujourd'hui, je vais tout d'abord vous livrer mon ressenti sur ce film que j'ai eu la chance de voir 2 fois, puis nous reviendrons sur certains points qui mériteraient d'être approfondis, comme Galactus ou Franklin Richards. Et pour finir, on décortiquera ensemble la scène post-générique, très importante pour la suite du MCU, avec à la clé ma propre théorie sur Avengers Doomsday. Évidemment, cette vidéo va spoiler l'intégralité du film, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de revenir plus tard. Allez, montez à bord du vaisseau, installez-vous et bouclez vos ceintures, direction la Terre 828. Avant d'aborder les principaux points qui, selon moi, méritent un réel approfondissement, laissez-moi vous dire à quel point j'ai passé un bon moment devant les 4 Fantastiques. Évidemment, le film n'est pas exempt de défauts, mais comme pour Superman sorti il y a 2 semaines, on sent qu'il y a eu beaucoup de cœur à l'ouvrage dans cette adaptation. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais oui, il s'agit clairement de la meilleure proposition des 4 Fantastiques au cinéma, même si le scénario est relativement simple. Les scénaristes, tout comme le réalisateur Matt Shakman, ont choisi de se concentrer sur ce qui fait l'essence des personnages, les liens familiaux très forts qui unissent la première famille de Marvel. Dans le même temps, le film ne manque pas non plus de scènes épiques, je pense notamment à toute cette magnifique et longue séquence dans l'espace ou encore à l'arrivée de Galactus à New York, qui utilise astucieusement les rapports d'échelle pour donner une sacrée envergure aux dévoreurs de monde. Mais comme je le disais, la vraie force du film réside dans les moments de vie simples, dans la manière dont il fait exister les relations humaines. L'ADN des personnages est plutôt bien respecté, à commencer par Sue Storm qui devient réellement le cœur du groupe. C'est elle par exemple qui recadre Reed quand il va trop loin ou qui encourage Johnny à poursuivre ses recherches alors que personne ne le prend vraiment au sérieux. Mr. Fantastic de son côté est un peu différent des versions papier. Il utilise moins ses pouvoirs, paraît peut-être moins puissant, sans doute pour nous rappeler que son véritable pouvoir, c'est son intelligence. J'ai entendu certaines critiques dire que Reed prend systématiquement les mauvaises décisions dans le film, et c'est vrai, il galère beaucoup, mais pour moi ça colle parfaitement avec le personnage des comics. Reed a toujours commis des erreurs de jugement scientifique, y compris celles à l'origine de la création des 4 Fantastiques. Rien d'étonnant donc à ce qu'il soit dépassé par Galactus et son héros, cette version de Reed n'a encore jamais affronté une puissance cosmique. Et puis, soyons honnêtes, le dévoreur de monde est bien trop puissant pour un humain, super pouvoir ou non. Enfin, sauf peut-être un, mais on y reviendra. J'ai aussi trouvé que ses difficultés relationnelles, comme par exemple sa fâcheuse habitude à annoncer les choses de manière frontale, comme ce scientifique enfermé dans sa bulle qu'il est dans les comics, étaient parfaitement retranscrites. Johnny, lui, bénéficie d'un traitement bien plus intéressant que dans les précédents films. Fini le coureur de jupons immature, ici il gagne en sagesse, en crédibilité scientifique. Et franchement, tant mieux. Ben Grimm est quant à lui superbement représenté visuellement et fidèle à l'esprit du personnage, même si je trouve qu'il manque un petit peu de développement. La chose est un personnage profondément tragique, derrière son apparence de colosse, et ce drame intérieur transparaît peu à l'écran. Sa relation avec le personnage interprété par Natasha Lyonne, par exemple, manque de sens. On sent que le montage a probablement coupé plusieurs scènes, ce qui aurait pu donner plus de relief à son arc narratif. Alors oui, peut-être que ça ajoute du dynamisme au film, mais ça se fait clairement au détriment de Ben Grimm, malgré le fait qu'il montre plusieurs fois sa bravoure. À chaque intervention, il est là pour protéger ses proches, et ça c'est 100% fidèle au personnage. L'univers du film est également très réussi avec un New York rétro-futuriste des années 60 admirablement bien retranscrit. Et j'avoue ressentir déjà quelques regrets à l'idée que ce monde est condamné à disparaître. Mais ce sont les règles du multivers. Côté antagoniste, on a enfin un Galactus convaincant, visuellement mais aussi dans la caractérisation du personnage, mais j'y reviendrai dans une partie dédiée. Julia Garner fait aussi une très bonne chasse à la balle, visuellement c'est une belle réussite, et on peut imaginer, ou en tout cas espérer la revoir, pourquoi pas aux côtés de Norrin Radd, le surfeur d'argent original. Enfin, un mot sur Franklin Richards que je développerai plus tard.
J'ai vu pas mal de critiques sur les CGI utilisés pour le bébé, mais pour moi, elles se justifient totalement. C'était impossible de représenter un nourrisson normal alors qu'on parle d'un être surpuissant dès la naissance. Alors oui, certaines postures sont étranges, par exemple il tient sa tête très vite, mais c'est cohérent avec le personnage. Et franchement, si on compare à d'autres bébés en CGI, comme celui de Flash ou même Baby Joey dans Superman, celui des 4 Fantastiques est à mon sens bien mieux réalisé. Maintenant que vous connaissez mon sentiment général sur le film, passons aux quelques points qui, selon moi, méritent un vrai approfondissement. Je n'ai rien en particulier à ajouter sur Reed, Suzanne, Johnny et Ben. En revanche, j'ai beaucoup de choses à dire sur d'autres personnages, à commencer par Moleman et son monde souterrain. Le début du film nous montre plusieurs affrontements entre les 4 Fantastiques et quelques-uns de leurs vilains les plus iconiques. On nous parle d'abord du Mad Thinker, le penseur fou en français, un personnage qui mérite à lui seul une vidéo dédiée. Puis on enchaîne avec une scène de combat assez inattendue entre Reed et un singe. Il s'agit en réalité de l'un des 3 singes de Red Ghost, un personnage que l'on devait normalement voir dans le film. Il était interprété par John Malkovich, mais toute cette partie a été coupée au montage final au profit de l'intrigue autour de Galactus. Un peu plus tard, d'autres noms sont name-droppés, Puppet Master, Diablo et un dernier qui m'échappe totalement, donc n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Bref, hormis Galactus, l'autre antagoniste qui bénéficie d'un véritable développement dans le film est Harvey Elder, surnommé Moleman ou l'homme taupe comme l'appelle Reed. Si ce vilain emblématique a été conservé au montage, c'est avant tout parce qu'il sert de levier scénaristique important. Moleman est le dirigeant de Subterranea, un monde qui s'étend sous la surface de la Terre. Et s'il attaque le building de la Paname dans les premières minutes du film, ce n'est pas par soif de pouvoir, c'est pour revendiquer le droit de vivre en paix. Il accuse les humains de mettre en péril son peuple, en creusant sans cesse pour les égouts, le métro ou encore la construction de gratte-ciel. En réalité, l'apparition de Moleman est aussi un clin d'œil historique. Il s'agit tout simplement du premier vilain affronté par les 4 Fantastiques dans Fantastic Four numéro 1 publié à la fin de l'année 1961. Dans sa version originale, Moleman est un personnage bien plus manichéen. Rejeté à cause de son apparence et de sa personnalité, il trouve refuge sur une île et découvre qu'il existe un monde souterrain. Il en devient le souverain et décide de conquérir le monde de la surface pour se venger. La version du film en revanche s'appuie sur une version plus moderne et nuancée du personnage, telle qu'on la découvre dans un comic book sorti récemment et qui sert en quelque sorte de prologue au film. Dans ce récit, Moleman agit par désespoir et non par ambition. Il lance ses golems géants dans les rues de New York, prend le contrôle du bâtiment Paname et les 4 Fantastiques interviennent pour l'arrêter. C'est leur toute première mission en tant qu'équipe. Ils prennent rapidement le dessus et Moleman se rend lorsqu'il voit sa femme enceinte maîtrisée par Sue Storm. La femme invisible comprend alors que ses intentions ne sont pas fondamentalement mauvaises. Et lors d'un interrogatoire, il confie qu'il a connu le grand-père de Suzanne à l'époque où ils travaillaient ensemble sur un camping universitaire. C'est d'ailleurs lui qui lui a appris à organiser ses idées et à développer son leadership. À la fin du comic book, Suzanne se rend au siège des Nations Unies pour plaider la cause de Subterranea et appeler à sa reconnaissance internationale. Elle comprend rapidement qu'il est plus judicieux d'avoir Subterranea comme allié, ce qui prend tout son sens dans le film lorsque, pendant le combat final contre Galactus, on voit la population humaine se réfugier dans les profondeurs de la Terre. Cette séquence met en lumière l'empathie et l'humanité profonde de Suzanne Storm envers toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient. C'est bien elle, le cœur battant de l'équipe, la contrepartie affective et émotionnelle de Reed, trop souvent enfermée dans ses équations pour percevoir cette sensibilité. Alors reverra-t-on Moleman et son monde souterrain ? Je l'ignore, mais je reste convaincu que ce monde est condamné à disparaître dans Avengers Doomsday. Comme je le disais plus tôt, Galactus est selon moi l'une des grandes réussites du film. Marvel a clairement poussé le curseur au maximum en matière de comics accurate sur l'apparence du personnage. Et je préfère 1000 fois ce Galactus colossal, humanoïde, à l'armure violette, plutôt que l'horrible nuage informe qu'on nous avait infligé en 2007. Pourquoi ? Déjà parce que bordel, il est magnifique, et aussi parce que cette version humanise le personnage. Et ça ajoute automatiquement une dimension beaucoup plus tragique et symbolique. Galactus n'est pas un simple super-vilain machiavélique. Il est une entité cosmique, une force fondamentale de l'univers qui n'a d'autre choix que de se nourrir de l'énergie des mondes pour survivre. Il incarne un équilibre cosmique nécessaire. D'ailleurs, Chalabal le formule très justement dans le film en parlant d'un être aussi indispensable que les étoiles. Il n'agit donc pas par cruauté ni par ambition destructrice, mais parce que c'est dans sa nature. Et cette nature semble même le ronger car son objectif dans le film n'est pas la destruction gratuite, mais la transmission. Il souhaite former Franklin Richards pour lui succéder.
Dans les comics, le Dévoreur de Mondes apparaît pour la première fois en mars 1966 dans Fantastic Four numéro 48, créé par les grands Stan Lee et Jack Kirby. Kirby a d'ailleurs expliqué à plusieurs reprises qu'il voulait rompre avec les super-vilains classiques et créer une menace divine ou cosmique. Tout comme dans le film, Galactus n'émet aucun jugement moral sur ses actes. Il consomme les mondes par nécessité, sans haine ni passion. Au passage, son héros original dans les comics, le surfeur d'argent, n'est pas Shalaval, mais bien Norinrad, qui apparaît d'ailleurs dans le même numéro. Les origines de Galactus sont développées un peu plus tard, dans Thor numéro 169, publié en octobre 1969. Et ce que l'on nous explique dépasse l'entendement. Galactus est en fait le dernier survivant de l'univers précédent le nôtre, celui qui existait avant le Big Bang. Il vivait sur la planète Ta, un monde à la fois paradisiaque et technologiquement avancé. Son nom était Galan, un grand scientifique qui, comme Jor-El dans Superman, avertit les dirigeants de sa planète que la fin approche. Mais là, il ne s'agit pas simplement de la destruction d'une planète. C'est l'univers entier qui s'effondre. Tout ce qu'il avait prédit se réalise. Les molécules se désintègrent, les étoiles meurent, le tissu même de la réalité s'effiloche. Les habitants de Ta périssent peu à peu, irradiés. Mais Galan, avec un petit groupe de scientifiques, décide de converger vers l'étoile la plus puissante de l'univers afin d'y mourir dignement. Ses compatriotes meurent, mais pas lui. À l'endroit exact où il souhaitait se diriger, il rencontre la conscience de l'univers, une force abstraite et omnisciente qui fusionne alors avec lui afin que tous deux renaissent dans le prochain univers. S'ensuit une gestation cosmique de plusieurs milliards d'années. Galactus se forme lentement dans un cocon alors que se forme le nouvel univers. Un jour, l'un des gardiens du multivers repère ce cocon géant et décide, malgré toutes les règles de non-intervention en vigueur, d'en étudier le contenu. Mais en rompant le cycle, il provoque l'éveil de Galactus. Il faudra encore plusieurs millions d'années pour que Galactus maîtrise ses pouvoirs, construise un vaisseau puis l'armure qui régule sa puissance. Mais bientôt, la fin cosmique le submerge, et il entame sa mission funeste, consommer l'énergie vitale des mondes. Galactus, dans les comics, est bien plus qu'un destructeur. Il personnifie la mort, mais aussi l'éternité, car l'univers survit malgré la fin de milliards de mondes. Mais il ne se contente pas de consommer des planètes. En ayant fusionné avec le pouvoir cosmique, il a acquis des capacités absolument démesurées. Ainsi, il manipule l'énergie cosmique à un niveau que peu d'êtres peuvent concevoir. Rien n'existe vraiment hors de sa portée. Il peut ériger des structures gigantesques, désintégrer un monde d'un simple geste, ou reconstruire un système stellaire selon ses besoins. Bref, il est capable de remodeler la matière, de créer et détruire à volonté. Les pensées des êtres vivants ne lui échappent pas et il communique souvent par télépathie, imposant sa volonté sans prononcer le moindre mot. Son pouvoir le plus redoutable reste cependant sa capacité à altérer la réalité. Il est capable d'élever des êtres insignifiants au rang de demi-dieux en les investissant de son pouvoir cosmique, comme il l'a fait avec le surfeur d'argent. A l'inverse, il peut réduire des entités puissantes en poussière, les priver de leur essence ou les plonger dans un sommeil éternel. Enfin, Galactus est en quelque sorte immortel. Pas au sens où il ne peut être détruit, mais au sens où son existence est ancrée dans la structure même de l'univers. Lorsqu'il a été tué dans certaines réalités alternatives, l'équilibre cosmique s'est rompu. En somme, sa disparition est bien plus dangereuse que sa présence. Mais alors, est-il aussi puissant dans le MCU ? Pas forcément. S'il avait toutes ses capacités, il n'aurait probablement pas été repoussé par Suzanne et Shalaval dans le film. Et pourtant, je trouve que ce n'est pas grave. J'ai adoré le flegme, le calme absolu, cette sensation de puissance contenue que lui ont donné les scénaristes et Ralph Ineson, l'acteur qui l'incarne. Il regarde les humains de la même manière que nous regardons des fourmis. Alors oui, à la fin il perd, mais au prix de la vie de Susan Storm, un personnage très puissant du MCU et du sacrifice de Shalaval. L'amour familial, l'amour maternel est le plus grand des super-pouvoirs. Galactus est repoussé mais pas anéanti, et j'ai ma petite idée sur l'endroit où il a été renvoyé, mais on en reparle dans la partie théorie. J'ai enfin compris la signification du titre Les 4 Fantastiques Premiers Pas. Ok, il s'agit des premiers pas de Reed, Ben, Sue et Johnny au sein du MCU, mais il s'agit surtout des premiers pas de Franklin Richards dans la vie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il commence fort. Ressusciter sa mère, c'est en effet une prodigieuse démonstration de pouvoir. Et ça annonce très clairement que ce bébé va accomplir de grandes choses dans les années à venir. J'avais un peu peur que Marvel réduise ses capacités,
Mais au contraire, ils assument pleinement que cet enfant est appelé à devenir l'un des personnages les plus importants du multivers. Et je n'exagère absolument pas. Oubliez Thor, Captain Marvel, Doctor Strange, Wanda Maximoff, Sentry et même Gaïa, vous pourriez même combiner tous leurs pouvoirs et ajouter ceux d'un Thanos armé de son gant de l'infini. Eh bien, cela ne suffirait toujours pas à égaler les capacités de Franklin Richards. Comme l'explique Galactus, ce petit être qui passe son temps à gigoter dans les bras des 4 Fantastiques est le réceptacle du pouvoir cosmique. On en voit d'ailleurs un aperçu dans les yeux de Suzanne lorsqu'elle revient d'entre les morts. Dans l'univers Marvel, le pouvoir cosmique est une source d'énergie illimitée que seuls quelques rares êtres peuvent contenir. Outre le fait de pouvoir absorber l'énergie et la projeter, Franklin peut en théorie créer des champs de force, communiquer par télépathie ou encore utiliser la télékinésie. On a vu qu'il était capable de ressusciter les morts, mais il peut également refaçonner les matières, restructurer la moindre molécule. Cela signifie qu'il peut manipuler le tissu même de la réalité et donc créer des mondes et des univers dans les moindres détails. Dans les comics, il a ainsi créé un mini-univers fonctionnel, comme ça, tranquillement, à l'âge de 6 ans. Encore enfant, il colle une dérouillée à Méphisto, l'équivalent de Satan dans son propre royaume souterrain. À 11 ans, il est reconnu par les Célestes comme un façonneur de réalité, un être au-delà de la puissance Oméga et à ce titre considéré comme une menace pour leur propre existence. D'ailleurs, lorsqu'il l'attaque avec leur rayon cosmique, il les transforme en fleurs, par simple réflexe. Autre exploit à souligner, il est parvenu à redonner vie à des étoiles mourantes, à ressusciter Galactus et à en faire son héros. Enfin, et c'est peut-être le plus grand de ses exploits, c'est Franklin Richards qui permet au multivers Marvel de renaître après les événements de Secret Wars. Rien que ça. Donc non, ce n'est pas du tout étonnant que Galactus le considère comme son successeur idéal. En fait, Franklin Richards appartient à cette catégorie de personnages quasi omniscients et omnipotents, aux côtés de Galactus lui-même, mais également d'Éternité, vue dans Thor Love and Thunder, d'Arishem, le premier des Célestes, et même de l'entité de la mort qui apparaît dans Agatha All Along. Et oui, le simple fait que Franklin puisse ressusciter sa mère sans effort prouve possiblement qu'il est même supérieur à l'entité de la mort en termes de puissance pure. Ce qui est fascinant, c'est que son seul point faible pour l'instant, c'est son âge. Il est trop jeune pour discerner clairement le bien du mal, trop influençable pour comprendre l'impact de ses décisions. Et c'est précisément là qu'entre en jeu le Docteur Doom. Car pour un super vilain, même aussi puissant que Doom, la seule manière de dominer Franklin, ce n'est pas de le vaincre. C'est de le manipuler, de gagner sa confiance, puis de l'instrumentaliser à des fins bien plus sombres. Et justement, il est grand temps de passer à la scène post-générique et à ma théorie sur ce que prépare réellement le Docteur Doom. La séquence se déroule 4 ans après l'affrontement contre Galactus. On y voit Susan Storm terminer de lire une histoire à Franklin, puis s'éloigner quelques instants pour lui chercher un autre livre. Quand elle revient dans la pièce, elle découvre le Docteur Doom, debout, tenant son masque dans une main, penché vers l'enfant. On ne voit ni son visage, ni ses intentions. Mais une chose est sûre, il est venu pour Franklin Richards, attiré par ses capacités infinies. Dans quel but ? On ne le sait pas encore, mais une théorie a germé dans mon esprit et je vais vous la partager. Déjà, partons du postulat que le Docteur Doom fait bien partie de la Terre 828, celle des 4 Fantastiques. On sait que la Latverie existe dans cet univers puisque, lors du discours de Suzanne à l'ONU, la caméra insiste sur le siège vide réservé aux représentants de ce pays, qui est dirigé par Victor Von Doom. Mais à ce stade, rien ne prouve que Doom et Reed Richards se connaissent déjà. Partons donc du principe qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Concernant cette fameuse scène, je ne pense pas que Doom soit venu enlever Franklin. Sinon, il aurait opéré de manière bien plus discrète et radicale, voire à distance. En revanche, je crois que Doom cherche à gagner la confiance des 4 Fantastiques. Comme Reed, c'est un brillant scientifique, et il est possible qu'il vienne leur faire part de ses découvertes. Peut-être a-t-il identifié des anomalies dans leur univers, les fameuses incursions qui fragilisent les réalités. Au départ, les 4 Fantastiques seraient probablement méfiants, mais Reed pourrait se ranger derrière son avis. D'autant plus qu'il parle lui-même de terres parallèles dans une scène lorsqu'il donne un cours à des enfants de la Future Foundation. Alors pourquoi la Terre 828 serait-elle sur le point d'entrer en collision avec la Terre 616, celle de nos Avengers ? Tout dépend des choix de Kevin Feige et des scénaristes qui planchent sur Avengers Doomsday, mais voici 2 possibilités. Possibilité numéro 1, ils suivent la logique des comics. Dans les comics, il suffit d'une seule incursion entre 2 planètes pour déclencher un effet domino et menacer tout le multivers.
Or, dans le MCU, plusieurs incursions ont déjà été signalées, notamment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Du côté de la Terre 616, on sait qu'elle risque fortement d'entrer en collision avec la Terre 10005, celle de l'univers X-Men, depuis que Monica Rambeau, alias Photon, s'y est retrouvée bloquée après les événements de The Marvels. Et bien sûr, il ne faut pas oublier Spider-Man No Way Home et Multiverse of Madness, où les actions de Doctor Strange ont fragilisé la structure du multivers. Mais il existe une autre possibilité directement liée au film des 4 Fantastiques et qui pourrait lier la Terre 828 aux autres univers impliqués. Cette possibilité, c'est tout simplement Galactus. Oui, Galactus a bien été expulsé de la planète des 4 Fantastiques. Mais a-t-il réellement été envoyé à des millions d'années-lumière comme l'espérait Reed Richards? Rien n'est moins sûr. Et ce doute est crucial. Reed Richards, aussi brillant soit-il, commet régulièrement des erreurs dans les comics. Il est donc tout à fait plausible qu'en voulant construire un portail de téléportation à grande échelle, il ait en réalité fabriqué un portail multiversel. Et si Galactus a été envoyé dans l'univers de la Terre 616, alors le danger est immense. Parce que dans les comics, chaque univers possède son propre Galactus. S'il en existe 2 dans la même réalité, cela pourrait déséquilibrer le multivers entier et entraîner son effondrement total. On peut alors imaginer que dans le vaisseau aperçu à la fin de Thunderbolts, celui qui se dirige vers la Terre 616, se trouvent les 4 Fantastiques, Franklin Richards et le Docteur Doom. Les 4 Fantastiques, convaincus par Doom qu'une alliance entre les 2 terres reste l'unique solution pour empêcher une incursion, ignorent encore les véritables intentions de Victor. Car lui, au fond, pourrait avoir une autre idée: anéantir la Terre 616 pour supprimer la menace à sa source. En s'approchant de cette planète, il découvrirait qu'elle se situe dans une temporalité futuriste par rapport à leurs années 60, que les super-héros y sont nombreux, et que ce monde a été sauvé par un certain Tony Stark, héros légendaire mort pour vaincre Thanos. Et c'est là que Doom aurait l'idée géniale et tordue de se faire passer pour un variant de Tony Stark, en prenant son apparence grâce aux capacités de Franklin. Et l'idée fonctionne. Après quelques tensions et j'espère de tout cœur une scène de combat légendaire entre la Chose et Hulk, tout le monde se mettrait au travail pour trouver une solution. Mais en réalité, Doom manipule tout le monde. Il sait pertinemment que l'arrivée de Franklin dans cette réalité a changé les équilibres cosmiques. Souvenez-vous de la scène post-générique de Thunderbolts. Yelena Belova évoque un problème dans l'espace. Et ce problème, c'est Galactus, qui a ressenti à nouveau la signature cosmique de Franklin et qui fonce droit sur eux. Doom, de son côté, pense que si Galactus détruit la Terre 616, cela pourrait sauver indirectement la Terre 828, à condition que la Terre 10005, celle où est bloquée Monica Rambeau, soit éliminée elle aussi. Il pourrait alors convaincre les super-héros, Avengers, New Avengers, Doctor Strange, Spider-Man, de l'aider à affronter les X-Men, afin de ramener Monica et éviter une catastrophe. Alors qu'en réalité, il orchestre tout pour provoquer la destruction croisée de ces 2 réalités. Dans ce scénario, Doom manipule absolument tout le monde, mais lui aussi va échouer. Pourquoi? Parce que le multivers est condamné à disparaître quoi qu'il arrive. Comment? Il est trop tôt pour le dire. D'autant qu'il reste encore beaucoup de cartes à jouer, comme la TVA, Loki ou encore Clea, capable de voyager entre les univers. Quoi qu'il en soit, il trouvera forcément une solution de rechange. Tout d'abord en affrontant le protecteur du multivers, Loki, puis en utilisant les pouvoirs infinis de Franklin, afin de créer un monde unique à partir des ruines du multivers, un monde modelé selon sa volonté, le Battleworld, dans lequel il deviendra le dieu empereur Doom. Vous l'aurez compris, Les 4 Fantastiques, premier pas, est bien plus qu'un simple film d'introduction. C'est un véritable point de bascule vers le dernier acte de la saga multiverselle avec de nouveaux pions sur l'échiquier, et pas n'importe lesquels, avec Franklin Richards et bien sûr le Docteur Doom. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous avez des théories à propos du film, des personnages ou même de Avengers Doomsday, les commentaires sont ouverts, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt sur Chroniques Fantastiques.